Bonjour. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vous aborder le chapitre 3, les sources du droit du travail. On va voir que c'est un chapitre très intéressant. Donc ici, je vais m'arrêter sur cette première vidéo sur la fiche ressources numéro 1 qui permet de distinguer les différentes sources du droit et plus particulièrement du droit du travail et de repérer ses évolutions depuis les ordonnances Macron de 2017. Alors, petit 1, la hiérarchie du droit. Donc, il est important de bien maîtriser les sources de droit afin de savoir à quelle source il faudra vous référer dans une situation donnée. Alors, effectivement, donc, je vous ai fait une pyramide en dessous qui donne l'ordre dans lequel on doit se référer donc, aux sources du droit, des plus importantes aux moins importantes, je dirais. Cette pyramide, eh bien, en ce qui concerne le droit du travail, ne respecte pas cette hiérarchie puisqu'on part du principe que c'est la loi la plus favorable, c'est le texte le plus favorable que l'on va appliquer dans une situation particulière. Donc ici, pour le droit du travail, eh bien, on appliquera le principe de faveur. Donc on va appliquer la source la plus favorable. D'exemple, pour le nombre de jours de congé pour mariage, le Code du travail stipule que le nombre de jours de congé pour un mariage est de 4 jours, alors qu'une convention collective peut la fixer à 6. Et puis il se peut que d'un accord unilatéral de l'employeur ou par un principe d'usage, que ce congé de mariage soit de 6 jours. Donc quelle est la source de droit qui s'applique dans ce cas-là? Eh bien, en droit du travail, on verra effectivement que c'est la plus favorable qui s'applique. Donc rentrons dans le détail des différentes sources de droit. Tout d'abord, la Constitution. Alors ici, on fait référence à la Constitution de 58, mais cette Constitution ne parle pas trop, ne dit rien au sujet notamment sur le droit du travail. Donc il va falloir qu'on raisonne en bloc de constitutionnalité, en introduisant donc certains textes comme le préambule de la Constitution de 46, qui elle est très détaillée. Hein. On sort de la guerre, c'est la résistance, donc il y a une volonté de détailler. Là, ils sont lyriques sur cette Constitution, puisque c'est bien détaillé. On y parle notamment de la liberté de grève, la liberté syndicale, la liberté de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc tous ces sujets ils sont abordés dans le préambule de 46. Et au bloc de constitutionnalité, on va ajouter, en plus donc du préambule de la Constitution de 46, on va ajouter les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc ensuite, on a les traités internationaux et le droit européen. Alors les traités internationaux sont normalement au-dessus de la Constitution. Alors pourquoi j'ai décidé de placer la Constitution au sommet? C'est que effectivement, les traités internationaux ainsi que le droit européen sont au-dessus des constitutions. Mais pour qu'un traité international ou une jurisprudence ou un droit ou une directive européenne soit applicable, eh bien il faut modifier la Constitution de façon à ce qu'elle soit en accord avec la Constitution. Donc une fois qu'on a modifié la Constitution, on peut mettre en vigueur, à travers des lois ou des règlements, on peut mettre en vigueur le principe, enfin la directive ou le traité signé entre plusieurs pays. Alors effectivement, donc je vais revenir sur les traités internationaux. Et ces traités internationaux, ce sont des règles de droit qui sont négociées par plusieurs États dans le but de s'engager mutuellement, de s'accorder des avantages les uns les autres, notamment dans les domaines qui définissent par exemple les garanties sociales accordées aux travailleurs étrangers ou le travail des enfants. C'était 192. Pour ce qui est du droit européen, ça va regrouper un ensemble d'éléments comme la Convention européenne des droits de l'homme, donc on va chercher à protéger, c'est la sauvegarde donc des droits concernant les hommes et libertés fondamentales. Il y a la Charte sociale européenne de 61, donc ça c'est le premier document international à reconnaître certains droits sociaux tels que le droit de grève. Donc ensuite, on a le Code du travail. Donc le Code du travail, ça regroupe l'ensemble des lois et l'ensemble de ces textes législatifs et réglementaires qui sont bien sûr relatifs au droit du travail. Sont rassemblés, sont codifiés, numérotés et mis dans le Code du travail. Alors ensuite, on a les conventions collectives. Donc, ça résulte de négociations entre représentants salariés et employeurs.
Et c'est une source de droit, hein, une source de droit nationale. Et là, on distingue donc les conventions collectives des accords collectifs. Hein. On appelle les conventions collectives, donc ça définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective. Donc c'est l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation, de travail et toutes leurs garanties sociales. Alors que les accords collectifs ne concernent qu'une partie des points ci-dessus. Donc, les conventions interprofessionnelles sont à distinguer des conventions collectives de branche. C'est-à-dire que la convention interprofessionnelle, donc, ça regroupe un ensemble de professionnels. Donc, ils vont définir un certain nombre de règles qui seront applicables aux entreprises de cette branche. Enfin, en tout cas, pour les entreprises, toutes les entreprises signataires. Mais après, il reviendra au gouvernement de savoir si elle généralise cet accord, cette convention collective à l'ensemble des entreprises. La convention de la branche industrie hôtelière, on aura plusieurs conventions collectives. On aura la branche des cafés, hôtels, restaurants, donc ils auront leur propre convention collective, celle de 97. Mais vous avez la convention collective des restaurants collectifs. Vous avez encore la convention de la restauration rapide. C'est ça qu'il faut savoir exactement, bien qu'elle est stipulée dans les bulletins de paye, connaître la convention collective auquel vous êtes rattaché. Par la suite, donc, nous avons les usages ou les accords unilatéraux de l'employeur. Oui, effectivement, les usages sont créateurs de droits pour les salariés et les devoirs pour les employeurs. C'est un usage, donc c'est une pratique qui est caractérisée par 3 éléments. Il y a la généralité, c'est-à-dire que l'usage doit concerner l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou au moins une catégorie de personnel. Elle est constante, c'est-à-dire que l'usage doit avoir été attribué d'une façon répétée puis régulière. Et puis il y a une fixité, c'est-à-dire que l'usage doit avoir été attribué selon des critères constants et objectifs. Hein. Le fameux usage, le congé de mariage, si de manière régulière et générale et répétée, on accorde 6 jours de congé maternité, ou de mariage, pardon, 6 jours de mariage, eh bien, ça sera cette source de droit qui sera appliquée ici en l'occurrence. Et enfin, le dernier point, c'est le contrat de travail. Donc, le contrat de travail, donc, c'est une convention conclue entre l'employeur et le salarié et qui va fixer donc les modalités de la relation entre l'employeur et entre les deux parties, hein, entre l'employeur et le salarié. Puis, bien sûr, il faut que les éléments, les modalités prises dans le contrat soient conformes au droit en vigueur. Voilà pour ce qui est des sources de droit. On va donc voir les interrelations donc, entre ces différentes sources de droit, puisqu'on verra que, eh bien, même s'il y a une hiérarchie dans les sources de droit, hein, telle qu'il est définie dans ce plan, eh bien, donc je laisse à l'affiche les différentes sources de droit. Là, ici, les 2 premiers, donc, ce sont les sources de droit internationaux, hein, qui ne sont pas nationales. Et puis ici, vous avez les sources de droit donc étatiques, enfin internes au pays. Donc je vous laisse à l'affiche, à l'écran, donc ces informations, si vous voulez prendre note sur votre cours. Donc vous retrouvez ces 2 éléments dans une des vidéos que je vais vous mettre en commentaire. Et là, je vous laisse une petite notion. Hein, j'ai rajouté le distinguo entre décret, arrêté et circulaire. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à faire pause pour recopier. Donc petit 2, le principe de faveur. Donc il est important hein, de maîtriser les différentes sources du droit du travail de façon à savoir quel droit s'applique dans une situation donnée. Alors d'une manière générale, c'est vrai que les textes de droit public l'emportent sur le droit privé. Alors les textes de droit public, ce sont tous les textes qui organisent les pouvoirs de l'État ou des personnes morales publiques comme donc les collectivités, enfin l'État, les collectivités locales, des institutions ou des groupements qui sont rattachés au droit public, ou encore les banques nationales. Donc le droit public, donc ça défend l'intérêt général et les prérogatives liées à la puissance publique. Donc ça lie les rapports entre les personnes publiques entre elles, ou les personnes publiques vers les personnes privées. Donc c'est ce droit-là qui domine.
parce que le droit privé, lui, c'est le plus connu, c'est le droit civil, mais vous avez le droit pénal ou le droit du travail, sont des droits privés, donc qui régissent le droit entre les personnes privées. En droit du travail, donc, ça c'est pas applicable, c'est-à-dire qu'on peut pas appliquer, c'est pas les droits publics qui s'appliquent en priorité sur le droit privé, mais c'est un principe qui a été mis en place, un principe de faveur qui existe depuis 1936. Autrement dit, donc c'est le texte le plus favorable qui s'applique et pas le texte issu de la source de droit supérieur, tel que vous l'avez dans la pyramide, page 37 de votre livre EPEH de première année. Donc, on récapitule, c'est pas le droit public qui l'emporte sur le droit privé, c'est pas le texte de source supérieure, hiérarchiquement supérieur, qui l'emporte sur un texte inférieur, juste en dessous, mais c'est le principe de faveur qui s'applique. Autrement dit, c'est le texte le plus favorable qui s'applique dans une situation donnée. En droit du travail, attention, en droit du travail, c'est pas pareil le droit en général, c'est pas pareil pour le droit en général. Donc, petit 3, la remise en cause de ce principe de faveur, effectivement, depuis les lois Macron, ce principe a été bafoué. Il a été un petit peu bousculé et on va voir comment ce principe donc, a été modifié. Donc, si je prends l'articulation entre la loi et les accords collectifs, donc si je prends un accord de branche ou d'entreprise, un accord de branche, c'est par exemple la convention collective des cafés, hôtels, restaurants de 97, ou encore la convention collective de la restauration rapide, etc. Et puis, vous pouvez avoir votre entreprise elle-même, avoir son accord d'entreprise. Donc, c'est pas un accord de branche, mais au niveau de l'entreprise. Donc, ça, c'est issu de la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel. Et s'il n'y a pas de représentant du personnel entre l'employeur et un salarié mandaté par une organisation syndicale. Ces accords, généralement, peuvent prévoir des dispositions plus favorables que la loi. Et dans ces cas-là, c'est la convention c'est l'accord collectif que l'on va appliquer. Comme par exemple, effectivement, le SMIC qui a été défini par un accord de branche, donc la convention collective CH97, est plus favorable que la loi. Par exemple, le SMIC en janvier 2020, il me semble qu'il est à 10,03 €. Eh bien, pour la branche de l'hôtellerie-restauration, ce SMIC, lui, est à 10,15 €. Voilà, on voit qu'il est bien plus favorable, et donc c'est ce 10,15 que l'on va appliquer pour payer les salaires des salariés au SMIC. Donc, mais on verra qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des cas où ce principe de faveur ne s'applique pas. Il y a des limites. Alors, par exemple, effectivement, il y a des dérogations, comme ici, la convention collective de l'hôtellerie-restauration peut prévoir des dispositions moins favorables que la loi. Effectivement, l'exemple des heures supplémentaires. Normalement, entre la 40e heure, vous savez, chaque salarié travaille en moyenne c'est 35 heures, 39 heures, c'est des contrats de 35 ou 39, mais à partir de la 40e heure jusqu'à la 43e heure, donc ce sont les heures supplémentaires, normalement, le salaire est censé être majoré de 25%. Eh bien, en hôtellerie-restauration, il ne sera majoré que de 20%. D'accord ? Donc, il est défavorable par rapport à la majoration de la loi. Elle peut être supplétive. Là, on avait tout à l'heure dérogation, donc on peut y déroger, mais elle peut être supplétive. C'est-à-dire que lorsqu'un accord collectif peut fixer les règles, la loi est supplétive, en particulier dans les domaines du temps de travail et des congés. Un exemple, la convention collective de l'hôtellerie-restauration ne prévoit rien en termes de renouvellement de période d'essai. Dans ces cas-là, c'est la loi qui s'applique à ce moment-là. Donc il y a une supplétivité de la loi en l'absence de la convention, en l'absence de texte de la convention collective. Cependant, il y a quand même un point où la convention collective interdit le renouvellement de la période d'essai, c'est lorsqu'il s'agit des employés de niveau 1, échelon 1. Donc voyons dans quel cas le principe de faveur n'est pas appliqué entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise. Effectivement, d'une manière générale, eh bien, vous verrez que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. L'accord de branche qui est l'ensemble des mesures, des négociations entre le syndicat des employeurs, le syndicat donc, du patronat et les syndicats des salariés. Les accords d'entreprise priment sur l'accord de branche, sauf dans le cas où on parle des salaires minima. Donc, c'est exception, le salaire minima. Donc, j'ai mis un exemple de salaire minima, salaire minima hiérarchique.
Ici, vous avez les niveaux qui correspondent donc au niveau niveau de responsabilité, d'autonomie, de prise de décision, etc. Donc plus vous montez dans les niveaux et plus vous êtes autonome et vous avez une importance pour l'entreprise, au puits de la productivité. Et les échelons, c'est le degré d'expérience que vous avez dans ce niveau. Par exemple, le niveau 1, c'est quand on n'a pas de diplôme. Niveau 2, c'est niveau CAP, BEP. Niveau 3, c'est niveau bac. Niveau 4, c'est niveau BTS. Puis niveau 3, c'est licence et plus. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée du titre d'encadrement, enfin du titre de poste et d'importance de poste que vous avez suivant le niveau, l'importance du niveau. Donc là, c'est un cas, ça c'est du privilège de l'accord de branche que de fixer ses salaires minima. D'autres privilèges qu'il y a, donc d'autres moments, d'autres exceptions où l'accord d'entreprise ne prime pas sur l'accord de branche, c'est pour les grilles de classification. Alors je vous ai mis aussi un exemple ici à côté de grilles de classification qui sont fixées par les accords de branche. Donc ici on fait référence à la convention collective de l'hôtellerie, restauration et bar, donc hôtel, restaurant, bar. Sachant que oui, c'est vrai que je parle de convention plutôt que d'accord. La convention, c'est un ensemble de mesures, alors que l'accord, c'est des points particuliers. C'est un ou plusieurs sujets de cet ensemble de mesures. Donc, on pourrait dire que l'accord de branche est moins large, ou est un sous-ensemble de la convention. Donc là, ici, ce qui nous intéresse dans notre restauration, c'est la convention, celle qui nous régit. Alors bien sûr, tout dépend de la branche. Mais je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous êtes dans la restauration rapide, c'est pas la même convention. Si vous êtes dans la restauration collective, pareil, c'est pas la même convention. Je veux dire, je parle pas de la convention. Là, je parle de la convention café, hôtel, restaurant de 97. C'est ma référence. Donc cette convention fixe la grille de classification. Ici, par exemple pour l'hôtel, on voit qu'une femme de chambre, ça va de niveau 1, échelon 1, donc le plus petit niveau hiérarchique de la grille, présenté par cette convention, jusqu'au niveau 3, échelon 3. D'accord ? Et puis, on a ça pour tous les postes. On vous donnera le plus bas et le plus haut. Et donc, si je prends le restaurant, le chef de rang, lui, c'est de niveau 3, échelon 1, et jusqu'à niveau 3, échelon 3. Voilà. Donc, les chefs de rang sont de niveau bac, etc., etc. Les autres points qui font exception, qui font que l'accord de branche passe avant l'accord d'entreprise, c'est la garantie collective. Important. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'on le retrouve dans le préambule de la Convention de 46 et qu'on le retrouve aussi dans les traités internationaux, dans les OIT. Après, vous avez la garantie collective complémentaire. Effectivement, la Convention oblige donc les entreprises à proposer une mutuelle, ainsi que la prévoyance aux salariés. Après, libre à lui de la refuser. Mais vous devez lui proposer. Et l'aménagement du temps de travail aussi, savoir que c'est maximum 48 heures, et puis dans les 12 semaines, on ne doit pas faire plus d'une fois 48 heures, et après il y a 46 heures comme autre plafond, mais sachant que normalement, une semaine normale, hebdomadaire, c'est maintenant 35 heures, et s'il fait plus de 35 heures, toutes les heures supplémentaires sont majorées. Et donc on sait que de la 35e à la 39e heure, la 36e heure à la 39e heure, c'est majoré à 10%, et puis au-delà à 20%, etc. Mais c'est le renouvellement de la période d'essai où le texte ou les conventions collectives sont silencieuses. Donc, ce qui veut dire que il faut se référer à la loi en ce qui concerne les renouvellements de période d'essai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour le niveau 1, échelon 1, là, la convention collective précise que le renouvellement n'est pas possible. C'est la seule exception qu'il y a en ce qui concerne le renouvellement de la période d'essai. Alors la durée et le renouvellement du contrat, à durée déterminée, et des contrats temporaires, c'est aussi du privilège, du ressort de la convention collective. Donc l'accord d'entreprise ne peut pas de décision à ce niveau-là. Voilà, donc en règle générale, en cas d'absence de règles, la convention collective de hôtel, café, restaurant, c'est la loi qui s'applique. Donc si la convention ne dit rien, on applique la loi. C'est on parle de supplétivité. Voyons maintenant l'articulation entre les accords collectifs et le contrat de travail. On va voir donc ici, là aussi, que le principe de faveur ne s'applique pas fort. En général, un contrat de travail donc, prévoit toutes les dispositions qui sont favorables aux salariés et plus favorables en tout cas que les accords d'entreprise. Et bien, dans ce cas, ça s'applique.
et un accord collectif plus favorable que le contrat de travail s'applique. Donc ici, on a le respect donc, du principe de faveur qui s'applique. Cependant, on va voir aussi qu'il existe des exceptions dans certains cas où ça va être l'accord d'entreprise qui s'impose au contrat de travail, alors qu'il prévoit des dispositions moins favorables pour le salarié. Alors, ça arrive souvent lorsque l'entreprise doit répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en vue de préserver ou de développer l'emploi. Donc c'est notamment le cas en matière d'aménagement du temps de travail, en matière de rémunération et de mobilité professionnelle et géographique interne à l'entreprise. Donc c'est dans ces domaines-là où l'accord de branche passe devant le contrat de travail. Alors c'est difficile à croire parce que d'après le bloc de constitutionnalité, toute convention passée entre deux parties font office de loi et que normalement donc c'est le contrat de travail. Mais non, là depuis les ordonnances Macron de 2017, eh bien là on voit que l'accord d'entreprise maintenant passe dans certains domaines devant le contrat de travail. Alors je vais ajouter un petit point concernant l'articulation entre les accords collectifs et le contrat de travail. Je vois que je ne l'ai pas mis, c'est certainement que j'ai dû le mettre ailleurs sur d'autres fiches ressources, mais c'est important que je le précise. Lorsque, je sais pas, par exemple, si dans l'accord d'entreprise, il est demandé à un salarié une mobilité professionnelle ou géographique interne, donc si l'employeur demande à l'entreprise de changer de poste, aller dans une autre entreprise appartenant au groupe, ou à l'entreprise, à l'employeur en tout cas, celui-ci, le salarié peut donner son avis, il peut ne pas être d'accord. Dans ce cas-là, il le notifie par écrit. Par contre, s'il n'est pas d'accord, eh bien l'employeur peut le licencier. C'est pas un licenciement classique, c'est un licenciement qu'on appelle sui generis, qui signifie que donc il s'agit donc d'un licenciement qui n'est pas classé, parce que sui generis, je vais l'écrire quelque part. Non, sui generis, voilà. Sui generis, c'est tout simplement pour dire que ces licenciements ne sont pas comme les autres. C'est pas un licenciement économique ou pour motif personnel ou pour faute grave, etc. Donc ça veut dire que ce licenciement bénéficiera d'indemnités, d'un traitement particulier. Le salaire touchera bien ces indemnités de licenciement. Il va être accompagné et voilà. Donc c'est moins comment dire. Ce sera moins sévère que pour un licenciement pour faute, etc. Donc on va l'accompagner, il ne sera pas seul. Circulation des sources, je vais mettre des exemples qu'il ne faut pas confondre les niveaux. On a vu que la hiérarchisation des sources ne vaut plus en termes au niveau du droit du travail. Et donc on voit ici que les niveaux où un accord collectif peut déroger à la loi, c'est par exemple pour le SMIC hôtelier dans la convention collective HCR, qui est plus favorable que la loi. Et donc c'est le principe de faveur qui s'applique. Ou pour les heures supplémentaires. Là, par contre, il y a une dérogation à ce niveau-là. On a vu que les heures supplémentaires étaient de la 40e heure à la 43e, au lieu de majorer de 25, elle sera majorée 20% seulement. Là, on voit que c'est moins favorable, donc le principe de faveur ici ne s'applique pas. Et on a vu des cas où aussi, alors ça, on a vu le côté dérogation, donc là, c'est le cas ici pour les 20%. Et puis on avait aussi la supplétivité, donc en l'absence des textes, c'est la loi qui fait référence, notamment pour le renouvellement des périodes d'essai. Après, les domaines où il y a un accord d'entreprise qui a la primauté sur les branches, on a vu que de manière générale, c'est les accords d'entreprise qui a la primauté sur les branches, sauf lorsqu'il s'agit des salaires minima hiérarchisés, hiérarchiques, salaires minima hiérarchiques, ou lorsqu'il s'agit l'égalité entre les femmes et les hommes, pour les mutuelles et pour les complémentaires, mutuelles et prévoyance. Et puis enfin, on a vu les domaines où le contrat de travail ne s'applique pas face aux accords d'entreprise, surtout quand il s'agit d'assurer ou de maintenir les emplois, voire les développer. Dans ces cas-là, il n'y a pas la primauté, notamment au niveau de la mobilité, de la rémunération ou de l'aménagement du temps de travail. Et qu'en cas de refus du salarié, on peut appliquer l'employeur
peut licencier son salarié. Là, je vous ai mis une série de vidéos, mais je vous mettrai sur WhatsApp. C'est d'autres vidéos qui complètent. C'est là-dessus que je me suis basé pour faire cette vidéo. Je m'en suis servi. Bon, je vous le mettrai en copie. Donc voilà, je vais terminer avec la fiche ressources numéro 1, avec le point 4, les conditions de négociation, qu'on a vu plus ou moins lors du déroulement de la fiche ressources numéro 1. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le dialogue social, ça permet d'améliorer la performance sociale et économique de l'entreprise. Ça contribue à améliorer la qualité de vie et à améliorer la productivité des entreprises. Donc ces négociations sont obligatoires une fois tous les 4 ans et les entreprises donc, vont pouvoir aborder certains thèmes qui sont fixés par la loi. Donc les principaux thèmes sur lesquels ils peuvent travailler, négocier en tout cas, c'est le salaire, le temps de travail, les conditions d'emploi et de travail, la formation et les garanties sociales, mutuelles et prévoyance. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'entreprise ne veut pas traiter tous les sujets. Certains thèmes certaines dispositions sont du ressort de la loi, du droit commun ou encore des accords de branche, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les salaires minima hiérarchiques, les périodes d'essai ou renouvellement de période d'essai, le CDD, l'intérim, les contrats de chantier ou encore le temps partiel. Pour pouvoir négocier, pour pouvoir établir donc les accords d'entreprise, l'employeur doit absolument négocier avec les représentants syndicaux. Et s'il n'y en a pas, eh bien, avec les représentants du personnel, c'est-à-dire les membres du comité social et économique. Et s'il n'y a pas de représentants ni syndicaux ni du personnel, eh bien, il peut négocier, mettre en place les accords d'entreprise directement avec le personnel. Donc, on prendra des salariés qui sont mandatés par une organisation syndicale. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. Donc voilà, je vous remercie pour cette première séance sur le chapitre concernant la hiérarchisation des sources du droit. Et